Bon, bonsoir tout le monde, ravie d'être avec vous pour cette prochaine heure. Du coup, le sujet du webinaire de ce soir, c'est être product manager dans le service public. On a la chance de recevoir deux super invités, Clément et Florent, qui sont avec nous. Je les laisserai se présenter juste après. Je vais commencer par une petite introduction. On a aussi Maxime qui est avec nous ce soir et qui animera la conversation avec moi. Donc, je voulais vous faire une petite introduction pour vous expliquer pourquoi est-ce qu'on fait cet événement, pourquoi ça nous tient à cœur chez Maestro d'aborder ces thématiques. Maestro, c'est des formations pour tous les profils du produit, pour les product managers, les product owners, les product designers, tous les métiers qui gravitent autour de la création de produits digitaux. Notre but avec Maestro, c'est vraiment de construire une école qui va répondre à tous les besoins de se former du product management. On a une manière de faire qui est très forte, c'est de donner la parole à des personnes, à des experts du terrain. En fait, notre pédagogie, elle est vraiment créée sur la pratique, 80% de pratique et 20% de théorie. Et en fait, ce sont des personnes à qui c'est le quotidien qui viennent et qui interviennent sur les sujets du produit, qui partagent du coup les méthodes qu'ils appliquent quotidiennement et qui challengent nos étudiants en leur donnant des problématiques, des études de cas que eux-mêmes retrouvent dans leur quotidien. On pense vraiment que pour apprendre, il n'y a qu'un seul moyen de le faire, c'est en s'entraînant. Que pour apprendre, il faut faire, il faut prendre en main, il faut se tromper, il faut recommencer. Et que pour ça, on peut évidemment lire des livres, des articles, se renseigner avec toutes les ressources qui existent, mais il n'y a rien de mieux que de se confronter et d'apprendre avec l'expérience de personnes qui ont déjà fait ça, qui se sont déjà trompées, qui sont déjà tombées dans les écueils et qui ont tiré des enseignements à partager de leur expérience. Et du coup, cette volonté, cette pédagogie, ça rejoint un peu le sujet qu'on aborde aujourd'hui. On pense qu'il n'y a pas un profil type de product manager, des profils de product manager, il en existe autant de variétés qu'il existe de product managers. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, on veut zoomer avec Clément et Florian sur ce que c'est que d'être product manager dans le service public. Qu'est-ce que ça entraîne comme spécificité? Je vais aussi vous rappeler nos prochains rendez-vous. Donc, vous pouvez tout retrouver sur notre page Livestorm. On essaie de faire le plus possible d'événements produits tech, d'inviter quand on peut des personnalités comme Clément et Florent pour discuter, pour s'enrichir des expériences des uns et des autres. Mardi prochain, on vous donne rendez-vous, donc c'est mardi 18 mai à 18h30. On va se faire une session intensive de coaching pour quand on a des entretiens product management à passer. On se fait 1 heure avec Anna-Louis et Annabelle Bignon qui vont en fait nous donner leurs meilleurs tips pour réussir à décrocher un job d'un product management. On va aussi se confronter aux études de cas et aussi il y aura la possibilité de partager vos CV pour avoir des retours de leur part. Donc ça va être vraiment une session échange coaching. Aussi, vous pouvez retrouver tous les replays de nos événements sur notre chaîne YouTube et également, vous avez beaucoup de contenu qui est disponible sur notre site internet. On met à dispo des contenus gratuits, de la Product Toolbox, du Product Manager ou des vidéos d'initiation. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Maintenant, ça va être à votre tour. Je vais vous demander de mettre dans le chat ce que vous attendez de ce webinaire. Pourquoi vous souhaitez participer à cette discussion? Pourquoi est-ce que vous êtes inscrit? Qu'est-ce que vous attendez de cet échange? C'est hyper important pour nous de savoir déjà pour bien répondre à votre recherche et voilà, pour mieux comprendre. Je vais laisser Clément se présenter. Ça marche. Merci, Flavie. Bonsoir à tous. Donc moi, je m'appelle Clément. Je suis ravi d'être ici. Ça fait maintenant 7, presque 8 ans que je fais du product management. J'en ai fait dans différentes organisations. D'abord dans le privé. Je commençais par travailler chez I Feel Good, qui est une startup franco-américaine qui faisait la distribution de codes cadeaux et de cartes cadeaux sur Internet. J'ai fait ça pendant 1 an et demi après mes études. Et ensuite, je cherchais une entreprise qui était un peu plus alignée avec mes valeurs et une entreprise un peu plus à mission, comme on dirait aujourd'hui. Du coup, j'ai trouvé un poste à La Ruche qui dit oui,
Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une entreprise qui permet d'acheter des produits directement aux producteurs locaux dans plusieurs pays d'Europe. Donc d'abord, j'étais product manager pendant 1 an et demi là-bas, et ensuite je me suis occupé de diriger l'équipe des PM pendant 1 an et demi à La Ruche. Et après, j'ai eu 2 expériences dans le public. D'abord, j'ai passé 2 ans chez Pétagouv, dont Florent vous parler un peu plus précisément, parce que lui, il y a encore. Du coup, où j'ai accompagné différentes startups d'État. Généralement, j'ai plutôt sur des projets vraiment à partir de la conception, donc des petits projets, des petites équipes au sein de ministères, de départements, de différentes collectivités que les administrations voulaient lancer. Je les accompagnais sur toute la partie produit. Et depuis l'année dernière, je travaille chez Radio France, où je suis en charge du numérique pour France Bleu, les radios locales, les stations locales de Radio France. Donc, je m'occupe du site internet et des applications mobiles de France Bleu. Merci. Et du coup, Florence, si tu peux nous en dire un peu plus aussi. Bonjour à tous, donc Florent Fac. J'ai un profil moi qui est plutôt ingénieur initialement et qui vient de la fonction publique, puisque par ailleurs je suis fonctionnaire. Je suis la casquette état pur dans ce webinaire. Je m'intéressais beaucoup au début aux enjeux de développement d'infrastructures, donc c'est à ce titre notamment qu'effectivement j'étais travaillé à la Banque mondiale et que j'ai rejoint en premier poste le ministère des Transports. Alors, pas du tout sur des enjeux produits pour le coup, mais plutôt sur des enjeux de pilotage de la politique publique relative aux transports interrégionaux et au fret, ce qui veut dire un peu tout et rien, mais qui globalement correspondait à l'ensemble des gares, des ports, des voies navigables et des aéroports que vous avez en Île-de-France, ainsi que toutes les politiques de nouvelle mobilité. Qui était une expérience extrêmement intéressante, mais qui manquait, à mon sens, un peu d'opérationnel, puisque c'est de la grande stratégie, des grandes stratégies d'infrastructure. Et donc, j'ai rejoint en novembre 2018, une petite équipe qui se constituait au sein du ministère de la Culture et qui avait pour mission de mettre en place le PASS Culture. Petite équipe qu'on a petit à petit formalisée, qui s'est structurée. L'État a créé une SAS qui s'appelle PASS Culture et dont j'occupe aujourd'hui le rôle de CPO et CEO, donc qui couvre les fonctions très product, mais aussi un peu opérationnelles, sur lesquelles je pourrais revenir par la suite si vous avez des questions. Et oups, effectivement, il y a un bug de slide. Pourquoi tu as le même parcours que Florent, Maxime? Eh ben, je sais pas exactement, parce que moi, de mon côté, j'ai modifié ma slide, mais c'est pas grave, je vais le faire de tête. Moi, du coup, je suis en ce moment, je suis en train de suivre la formation John Maestro pour être product manager. Ça fait 5 ans que je travaille dans le produit, pas en tant que product manager, mais j'ai fait trois expériences principales. La première, c'était en tant que product marketer pour une startup qui faisait des ateliers collaboratifs. Product marketer, ça comprenait le growth hacking, ça comprenait le customer success. Là, voilà. Et ensuite, j'ai été product. J'ai fait ça pendant 3 ans. Après, j'ai été product owner pour l'AFPOL. C'était pour réaliser un jeu vidéo pour former des professionnels du logement social. Du coup, c'était un MOOC gamifié et notamment les gardiens d'immeubles et les responsables de sites. Après, j'ai passé 9 mois chez Ocamel Pro pour faire du product design. Et me voilà maintenant, en 2021, à suivre John Maestro. John Maestro, ça m'intéresse particulièrement à la fois pour vraiment devenir fluent, entre guillemets, en product management et aussi pour rencontrer des pairs et des mentors. Et de ce côté-là, le format à distance et le format avec beaucoup d'études de cas me plaît particulièrement. Ça ne me dérange pas, en amont, je vais juste parler un peu du PASS Culture pour donner le contexte et que du coup, ça prenne, la réponse prenne tout son sens. Donc le PASS Culture, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est une initiative qui figurait initialement dans le programme de campagne du candidat Macron, qui visait à donner 500 € à tous les jeunes de 18 ans et qui a aujourd'hui pour mission de renforcer et de diversifier les pratiques culturelles chez l'ensemble des
18 ans et qui, d'un point de vue produit grand public, prend la forme à la fois d'une application sur laquelle les jeunes de 18 ans se créent un compte, on vérifie leur éligibilité, ils ont un crédit qui leur est crédité du coup sur l'application et à travers laquelle ils peuvent réserver des films, des livres, des séances de cinéma, des cours de pratique artistique ou même accéder directement à des podcasts de Radio France. Et on a un deuxième produit qui est le portail des acteurs culturels sur lequel un cinéma indépendant, un gros réseau de librairies, un générateur de podcasts ou de séances de découverte de la radio ou un professeur de guitare peut se créer un compte, proposer ses propositions pour les jeunes, suivre ses réservations, faire évoluer son catalogue en fonction des retours des jeunes et percevoir du coup l'ensemble de suivre le cycle de vie de sa réservation et percevoir ses remboursements. Et donc aujourd'hui, d'un point de vue organisation produit, donc c'est l'État a créé une SAS qui porte le projet, qui du coup initialement, comme le mentionnait Clément, était plutôt une start-up d'État rattachée à Betagouv, sur lequel on pourra revenir par la suite, qui est un peu l'incubateur des startups d'État. Et ces startups d'État, quand elles atteignent une certaine taille, elles ont vocation à se détacher, soit être plus ou moins autonome, soit à être réintégré dans l'administration qui la porte. Donc, typiquement, une start-up d'État qui porte sur l'emploi ou sur le match entre un CV et des offres des recherches d'emploi peut être réintégrée directement dans les services de Pôle emploi par la suite. Nous, on n'a pas suivi ce processus puisqu'on est devenu une autorité, enfin une entité indépendante qui reste sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, on a une subvention publique qui nous est donnée par l'État et notre conseil d'administration est présidé par des gens du ministère de la Culture et ils sont présents d'autres représentants de l'État. Et ça a été fait puisque on a vocation à être généralisé sur l'ensemble du territoire français, là où aujourd'hui on est présent que sur 14 départements. Et normalement, si tout se passe bien, dans les prochaines semaines, le dispositif avec la réouverture des lieux culturels que nous attendons tous sera généralisé sur l'ensemble du territoire. Donc le produit au sein du PES Culture aujourd'hui, c'est donc de la user research. On a une personne qui en particulier, puisqu'on est sur une politique publique, s'intéresse beaucoup à l'appréhension de la culture par les jeunes, aux mécanismes de choix, aux mécanismes de recommandation des jeunes de 18 ans vis-à-vis de la culture. C'est aussi des composantes de UX et de UI qui vont designer de fait l'ensemble des deux plateformes et pas mal de PM qui pilotent leur squad. Donc, on est organisé par stream, selon un stream sur l'app, un stream sur le PC, sur le back-office, un stream sur les API et quelques autres streams et des PM qui, au sein de chacun de ces streams, pilotent les différentes squads. Et si je réponds directement à la question, effectivement, on est une SAS de droit privé. Pour autant, dès lors qu'on perçoit une subvention publique, on se doit, dans l'utilisation de cette subvention, de suivre le code des marchés publics. Ok, très bien. Est-ce que du coup, Clément, tu veux revenir également un peu plus précisément sur ton rôle et ton parcours? Ouais. Du coup, moi, donc là, actuellement, je travaille chez Radio France. Donc c'est une entreprise, c'est un petit peu la même situation. Hein, une entreprise qui est financée presque, en gros, on va dire très majoritairement par le capitaux public et un petit peu par la publicité, 80-20 à peu près. Donc, pareil, on a les mêmes obligations que n'importe quelle administration en termes de marché public, ce genre de choses. La manière dont on est organisé, donc chez Radio France, pour vous donner une idée, c'est environ 5000 personnes en interne, mais 10 000 personnes qui travaillent pour Radio France au total. C'est 7 radios, donc France Inter, France Culture, Move, FIP, France Musique et France Bleu, sachant que France Bleu, c'est pas une seule radio. France Bleu, c'est 44 antennes locales, donc c'est vraiment, il faut considérer ça comme 44 PME partout en France, du coup, qui chacune, en fait, vraiment font leur grille des programmes, décident des intervenants qu'elles ont, décident même un peu de la ligne qu'elles vont adopter. Donc, c'est vraiment un très, très gros réseau. Ça représente près d'un tiers des effectifs de Radio France. Donc ça, c'est pour vraiment les 7 chaînes de Radio France, donc la manière dont sont organisées les radios. Côté numérique, c'est un petit peu différent. Il y a une direction
transverse en fait du numérique qui va travailler sur en fait toutes les applications mobiles, les sites internet, les applications pour les assistants vocaux, les applications pour la voiture également. Donc en gros tout ce qui touche au numérique qui permet de distribuer les contenus produits par les différentes radios de Radio France. Moi je travaille au sein de cette direction du numérique et on est organisé par chaîne. Donc c'est-à-dire qu'en fait il y a un ou une PM pour chacune des 7 chaînes de Radio France. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de France Bleu. Donc, je travaille avec une équipe de 2 product owners, une douzaine de développeurs, de designers. Et après, on travaille aussi avec du coup des services un petit peu plus transverses. On a pas mal de choses qui sont mutualisées, que ce soit au niveau de la manière dont on gère les sons, du player, du back-end, de l'API. Donc, il y a pas mal de choses qui sont mutualisées. Donc, on travaille avec toutes ces équipes-là. Et voilà, au quotidien, donc moi en gros je travaille beaucoup avec les équipes du numérique, donc les PO de mon équipe, les développeurs, les designers de manière un peu classique, et aussi beaucoup, je passe aussi la moitié de mon temps à peu près avec la chaîne, c'est-à-dire en gros la direction de France Bleu, notamment la direction du numérique de France Bleu, qui elle est plutôt en charge de la partie éditoriale, c'est-à-dire quelle langue on va aborder sur le site internet, quel type de papier on va vouloir faire, comment est-ce qu'on va aborder la dernière interview d'Emmanuel Macron, l'intervention d'Emmanuel Macron, ce genre de choses. Voilà. Du coup, c'est un peu les deux pans de mon rôle aujourd'hui, vraiment représenter le numérique auprès de la chaîne et m'assurer que tous les développements qu'on fait sont cohérents avec notre vision. D'accord, alors j'en profite pour lire deux questions du chat. La première s'adresse à Florent et elle veut savoir comment tu définis un stream. En fait, aujourd'hui, du coup, on travaille, on est organisé par squad, qui sont du coup des petits groupes de développeurs associés à un ou plusieurs PM, un ou plusieurs UX, et éventuellement d'autres fonctions métiers qui développent des fonctionnalités qui répondent à un problème identifié. Et on a une échelle un peu qui est un peu au-dessus de ces squads, qui est le stream, et qui sont rattachés souvent des plateformes. Donc nous, on a la plateforme pour les acteurs culturels, par exemple, et au sein du stream, plateforme acteurs culturels, on résout des problèmes à travers des squads qui peuvent être je manque de visibilité sur mes réservations, ou j'ai beaucoup d'annulations en ce moment, comment ça se fait, ou j'aimerais bien ajouter des crashs sur les culture. D'accord. Donc c'est un niveau organisationnel qui est plutôt rattaché à une plateforme technique. D'accord. Et du coup, il y a également une question pour Clément, où c'est Manon qui demande pourquoi il y a une distinction entre les chaînes de la... En fait, il y a une distinction vraiment sur la partie front. Ce que j'expliquais tout à l'heure un peu rapidement, c'est qu'en fait, tout ce qui peut être mutualisé, on essaie de le mutualiser. Par exemple, le player, c'est-à-dire qu'en gros, sur tous les sites, sur tous les applis de Radio France, vous allez avoir un player qui va permettre de lancer un podcast. Et du coup, que vous soyez sur le site de France Inter ou sur le site de France Culture ou sur le site de France Bleu ou sur l'appli de France Bleu ou l'appli de France Inter, quand vous allez lancer un son, en fait, derrière le player qui va vous permettre de jouer ce son, ça, c'est mutualisé. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui s'occupe de ce player et qui va tout développer et qui va nous fournir en fait un truc clé en main que nous, on a juste à intégrer dans notre site ou dans notre appli. Ensuite, sur la partie front, effectivement, du coup, on fait une distinction parce que, du coup, par exemple, je vais prendre l'exemple de France 2 pour laquelle je travaille. Ça peut pas être le même site que, je vais prendre un autre exemple, FIP par exemple. FIP, c'est une radio musicale où du coup, toute l'expérience en fait du site et de l'application mobile est centrée autour de la musique, des titres qui sont joués, des playlists, enfin voilà. Alors que France Bleu, c'est un site qui est beaucoup plus centré autour de l'information et de l'information locale. Donc forcément, le front, il est complètement différent. Nous, on va avoir besoin de créer des pages, par exemple, par ville, par département, par région, pour que vous puissiez retrouver vos infos à côté de chez vous, ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on a des skills différents pour chacune des chaînes. Et aussi, ça permet de faire beaucoup plus facilement le lien avec les radios, qui, elles, forcément, les directions sont organisées par chaîne. Et comme ça, d'avoir vraiment une correspondance entre l'équipe à la direction du numérique qui s'occupe d'une chaîne, par exemple l'équipe de France Bleu, et la direction de France Bleu. D'accord. Et du coup, pour revenir à la question, est-ce que vous voyez des différences entre le service public et le privé, notamment en termes de contraintes, mais aussi en termes de structuration des équipes et de maturité en termes de culture publique?
Et là-dessus, je me permets de rajouter, moi je sais que c'est souvent très connecté, on a souvent beaucoup d'idées reçues sur ce que c'est que de travailler dans le service public. Et du coup, je suis sûre que vous avez au moins une ou deux notions que vous voulez, que vous avez à nous partager en avant, autant sur le côté contrainte que sur le côté opportunité, parce que je me doute qu'il y a les deux. Voilà. Peut-être Clément, je te laisse commencer parce que tu as plus d'expérience dans le privé que moi. Ok, ça marche. Alors oui, effectivement, du coup, j'ai travaillé 4 ans dans le privé avant de travailler pour Betagouv et ensuite pour Radio France. Alors, je pense que dans le public, quand même, alors c'est un peu, nous, je pense qu'on a des expériences assez spécifiques avec Florent parce qu'on a travaillé dans des petites structures assez agiles, alors qui sont forcément rattachés à des gros ministères, à des grosses entités, des grosses administrations. On a quand même travaillé dans des petites entités, mais globalement, le public, c'est quand même plutôt des grosses organisations. Donc ça se rapproche quand même un peu plus d'une grosse organisation, donc en gros d'une grosse entreprise. Donc en termes d'organisation, là c'est un petit peu différent. Dans le privé, vous allez pouvoir trouver beaucoup plus de petites entreprises, de petites organisations qui sont indépendantes et autonomes. Alors que dans le public, même quand vous travaillez par exemple pour une petite structure, moi par exemple quand j'étais chez Betagouv, j'ai accompagné 4 ou 5 projets différents et généralement on était vraiment des petites équipes assez autonomes avec notre budget, nos objectifs. Mais au final, voilà, par exemple, je travaillais sur un projet sur la résorption des bidonvilles en France. Il y a encore des dizaines de milliers de personnes qui vivent dans des bidonvilles en France. Et l'idée, c'était d'essayer de partager la connaissance entre tous les acteurs qui travaillent sur le terrain, les associations, les préfectures, ce genre de choses. Et on était une petite équipe de 4. Donc voilà, on a fait une plateforme où justement tous les acteurs qui se rendaient dans les bidonvilles, que ce soit les assistantes sociales, les préfectures, les personnes qui venaient faire des diagnostics, pouvaient en fait partager l'information et expliquer quelle était la situation dans chacun de ces bidonvilles. C'était intéressant, on a travaillé pendant 2 ans sur le sujet, on a sorti une plateforme qui est encore utilisée aujourd'hui, qui fonctionne bien. On était assez autonome, on avait notre budget, mais au final, dès qu'il s'agit d'essayer de grossir, dès qu'il s'agit de prendre des décisions qui sont un petit peu différentes, d'essayer de faire pivoter un peu notre idée de base, en fait, on se rend compte qu'on fait quand même encore partie d'une grosse organisation et que derrière, il y a des considérations qui nous dépassent un petit peu. Donc voilà, ça c'est quand même une première différence. On n'a pas un degré d'autonomie qui est le même que ce qu'on peut avoir dans une petite structure, dans une start-up qui est complètement autonome, où globalement, le seul problème qu'on peut avoir, c'est des investisseurs qui nous mettent la pression, quoi. Mais là, ça peut être un peu différent. On fait vraiment partie d'une grosse organisation quand on est dans le public, quoi. Florent, tu as quelque chose? En complément, parce que moi, du coup, j'ai vécu la grosse organisation publique, même si le ministère des Transports reste un ministère relativement petit qui est quand même rattaché au gros ministère de l'Environnement, où effectivement l'inertie qui est parfois adossée à l'image qu'on se fait du public n'est pas qu'un stéréotype. Il y a plein de choses quand même très jolies qui s'y font, plein de gens qui sont hyper engagés et plein de projets qui arrivent à sortir. Mais une certaine forme d'inertie qu'on peut certainement retrouver dans des gros groupes, dans des grosses structures. Avec peut-être aussi, moi, ce qui m'a marqué, qui m'a donné envie d'essayer d'aller voir ailleurs, peut-être, c'est le fait que les administrations en général ne sont pas opérationnelles. Vous avez des opérateurs d'État, mais les administrations en tant que telles ont plutôt pour vocation à financer, à donner la stratégie, à faire évoluer la réglementation et non pas à opérer. Donc c'est bien souvent pour ça qu'il y a la SNCF qui a été créée pour opérer les trains, et c'est pas le ministère des Transports qui opère les trains, tout comme la RATP le fait pour les métros. Donc l'administration en tant que telle, qu'elle soit centrale ou déconcentrée, s'occupe plutôt de l'opération, enfin du pilotage, pardon. Et un autre élément peut-être qui moi m'a un peu dérangé, et que je retrouve par ailleurs au PASS, c'est quand même l'impact politique que peut avoir, l'impact quel politique sur les décisions, que ce soit lié directement au ministre. Moi, j'ai vécu typiquement le nouveau gouvernement à la fin quinquennat Hollande et début quinquennat Macron, et pendant 4 mois, vraiment, on a préparé des dossiers pour la suite, on attendait que les choses se passent. Mais aussi impact politique local, puisque dans mon cas, lorsqu'on a des projets d'infrastructure, ça impacte des villes, ça impacte des départements, ça impacte des régions, souvent des cofinancements, des partenariats.
Donc, nécessairement, il y a quelque chose qui nous dépasse complètement et on n'est pas la main mise, enfin, on n'a pas toutes les marges de manœuvre qu'on voudrait, puisqu'il y a d'autres enjeux qui sont un peu supérieurs. Ce que je pense vous retrouvez aussi dans d'autres grosses boîtes qui ont sur des sujets de projets de parc éolien, typiquement, et on avait des enjeux aussi avec le politique. Donc, c'est des choses que vous pourrez retrouver ailleurs. Écoute, tu as parlé de la différence, hein, enfin, tu as un peu comparé le politique aux investisseurs en termes d'influence. Est-ce que de l'autre côté, il y a une différence entre un client, un usager et un citoyen? Qu'est-ce que tu penses de servir des citoyens au lieu de servir des usagers ou des clients? Globalement, ça c'est vrai que là on a fait un peu la critique, on va dire, du service public, parce qu'il y a beaucoup de choses, voilà, il faut garder un esprit critique et c'est pas toujours simple de bosser dans le service public, mais quand même la différence principale, c'est que il y a des exceptions, hein, mais à la fin de la journée, quand c'est dans le privé, globalement, si ton entreprise est profitable, on va dire, bon, globalement, ça va, tu as fait ton job, l'entreprise va bien, on va pouvoir recruter, on va pouvoir faire de la croissance. Tu n'as pas ça dans le public. Dans le public, l'objectif, à la fin, il est toujours un peu plus diffus, il est toujours un petit peu plus difficile à capter. Ça va être, par exemple, du coup, ça va être mettre en place une politique publique, ça va être en sorte, par exemple, tout à l'heure, tu parlais, Florent, de sujets liés à l'emploi. Ça va être par exemple améliorer la formation des chômeurs, ce genre de choses. Donc, on peut se trouver des KPI, on peut se dire, tiens, on va essayer de ramener plus de personnes qui sont au chômage vers tel ou tel type de formation, ce genre de choses, mais c'est quand même des KPI qui sont plus diffus que les KPI business de base qu'en fait, tu as dans le privé. Dans le privé, tu es toujours un peu drivé par ça. Enfin, moi, je n'ai pas connu dans les différentes boîtes que j'ai connues, en tout cas, toutes les semaines ou tous les mois, tu as en gros un peu le rapport financier, tu sais où est-ce que tu en es, tu sais si tu perds ou tu gagnes de l'argent. Et surtout quand on perd, globalement, ça devient un peu une priorité hyper rapidement pour l'organisation. Dans le public, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va se poser tout de suite des questions assez intéressantes qui sont en fait, en gros, comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact possible au-delà du côté financier, parce que à la fin de la journée, normalement, l'objectif, c'est pas de faire de l'argent. Il y a des exceptions avec certains services qui peuvent être payants, mais c'est vraiment très, très, très rare. Donc, du coup, on va directement se demander, en fait, comment est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact? Est-ce que c'est en faisant tel service ou tel service? Est-ce que il vaut mieux pas parce qu'en gros, on va aller faire plus d'entretien utilisateur, on va essayer de valider toutes nos hypothèses, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est intéressant et qui pousse un peu dans nos retranchements et qui, je trouve, au niveau produit, est vraiment intéressant parce que ça nous force en fait à aller un petit peu plus loin que en fait, est-ce que les gens payent et est-ce que la boîte fait de l'argent, quoi. Du coup, on est forcé d'aller au niveau de vraiment l'impact de nos produits. Et du coup, je vois d'ailleurs la question qui est est-ce que c'est pas une frustration d'avoir des KPI diffus? Par contre, si, c'est hyper difficile. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, c'est cool d'avoir ce KPI de est-ce qu'on fait de l'argent ou pas? Parce que quand on n'a pas ça, moi, par exemple, je vous donne un autre exemple. Un projet sur lequel j'ai plus travaillé du coup quand j'étais chez Betagouv, c'était le code du travail numérique. Le code du travail numérique, ça avait été la genèse de ça avait été dans la loi travail, du coup une des premières lois qui avait été passée par le gouvernement Macron en 2017. Il avait été écrit 2 lignes qui disaient en 2020, il y aura un code du travail numérique qui permettra de simplifier l'accès aux droits pour les travailleurs. Je ne sais plus exactement quelle était la formulation, mais c'était à peu près ça. Et du coup, en gros, en 2019, ils se sont dit, bon, c'est l'année prochaine, donc il faut peut-être qu'on s'y mette. Et du coup, ils ont demandé à créer une startup d'État, justement, via Betagouv, pour pouvoir lancer ce projet. Donc, on a été une équipe au maximum, on a dû être 8, on était entre 4 et 8 à peu près, à lancer ce projet. On a fini par le lancer début janvier 2020, tout s'est bien passé. Mais c'est vrai que du coup, quand on part de ces 2 lignes, il faut simplifier l'accès au droit du travail. C'est assez difficile, quoi. Enfin, il n'y a pas de... Comment est-ce que tu simplifies l'accès au droit du travail? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a énormément de... Voilà, je ne vais pas refaire la genèse de tous les tests utilisateurs qu'on a pu faire, mais du coup, c'est très difficile. Et même à la fin, en fait, on se mesurait sur le nombre de visites sur notre site, on s'était fixé des objectifs qu'on a à peu près atteints, donc on était content. Voilà, on se mesurait sur le nombre de visites sur notre site, sur le temps passé, on avait aussi mis des petits KPI des petits boutons qui permettaient de savoir si les gens trouvaient la réponse à leurs questions ou pas en venant sur notre site.
Donc voilà, on a trouvé un peu des choses, mais à la fin de la journée, je ne suis pas vraiment capable de te dire est-ce que j'ai simplifié l'accès au droit du travail pour les salariés. Si je fais le parallèle un peu avec le privé, en fait, dans le public, tu n'as vraiment que la mission, simplifier l'accès au droit du travail, mais du coup, c'est difficile d'arriver vraiment au niveau de l'objectif opérationnel, quoi. Peut-être deux éléments en complément. Enfin, je suis tout à fait aligné sur ce que tu dis, Clément. Ce qui est difficile aussi, c'est que ces KPI, souvent, ils s'apprécient sur le très long terme, parce que l'accès au droit du travail, du coup, c'est sur l'évolution long terme du taux de chômage ou du taux d'emploi à la bonne échelle. La mission de cette culture, c'est par exemple de diversifier les pratiques culturelles. Autant vous dire que ce sont des choses qui sont assez longues. Si vous travaillez à l'éducation nationale, c'est pareil, c'est quand même des missions qui sont de fond, qui en plus d'être difficiles à évaluer, s'évaluent sur le temps très long. Donc ça complexifie les choses. Ça n'empêche pas cependant d'avoir quand même beaucoup de petits KPI plus micro qui permettent d'approximer, qui permettent de driver. Typiquement, nous, on est en train de mettre en place un pseudo méthode OKR qui nous permet quand même d'avoir beaucoup de métriques, beaucoup de suivi sur des échelles beaucoup plus courtes. Et peut-être pour compléter, une des grosses différences aussi, je pense, c'est que le besoin auquel on répond n'est pas toujours évident pour l'utilisateur lui-même. Autant que vous êtes, je sais pas, chez Uber, bon, c'est clair que vous devez aller du point A au point B en payant le moins cher, en allant le plus vite possible. Si moi, je vais voir, pour reprendre l'exemple du pass, un jeune de 18 ans dans la rue et je lui dis « Est-ce que tu as envie de diversifier tes pratiques culturelles et de découvrir de nouvelles choses ?» Il va me dire « Non, je préfère faire ce que j'aime déjà, je préfère avoir mon abonnement Netflix, si je suis un peu caricatural. » Et donc, nous, l'enjeu, c'est parfois de faire prendre conscience à l'utilisateur du besoin dont il a et auquel la politique publique doit répondre. C'est pareil pour les politiques d'éducation, si je reprends notre exemple, c'est pas évident en fait que pour un ado, c'est intéressant d'être éduqué et que ça lui permettra de faire plein de choses plus tard. Et c'est un peu ce qui est aussi diffus dans l'ensemble des politiques publiques, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est l'État qui s'en occupe, et souvent pas la sphère privée. D'accord. Je me permets de revenir, avant qu'on continue vraiment pleinement dans ce qu'on a déjà bien commencé, les questions des mesures d'impact. Rapidement, Clément, tu as parlé de start-up d'État. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur cette notion et quelles sont ses spécificités? Ouais, je fais un peu la genèse du truc. En gros, Betagouv, alors je vais essayer de ne pas dire de bêtises, mais c'est une organisation, une communauté de personnes qui a été créée début 2000, je crois en 2011, si je ne dis pas de bêtises, à la base pour concevoir et lancer le portail d'open data du gouvernement. Donc, du coup, qui est aujourd'hui disponible sur datagouv.fr, qui est un truc qui s'est depuis assez longtemps émancipé de Betagouv. C'est un peu le premier projet qui avait été lancé sur la méthode Startup d'État. L'idée, c'était de dire, en fait, dans le public, on a quand même un bon track record de projets numériques qu'on n'a pas vraiment réussi, dans lequel on a mis des dizaines, voire des centaines de millions d'euros et qui, globalement, n'ont jamais vu le jour. On va peut-être faire l'inverse, s'inspirer de ce que font les entreprises privées, mettre peu d'argent, des petites équipes, les laisser tester des choses, les laisser itérer, les laisser déployer au fur et à mesure, les laisser mesurer leur impact, faire de la recherche utilisateur, du design, ce genre de choses. Donc, on reprend un peu toutes les recettes qui fonctionnent dans les startups du privé et les appliquer à des problèmes de politique publique. Donc, du coup, au début, voilà, alors vous imaginez bien que c'est assez compliqué. Ça a été assez compliqué à vendre, du coup, au début, aux différentes administrations. Mais du coup, le fait que ça ait bien fonctionné sur un ou deux exemples au début, notamment le portail d'open data du gouvernement, plusieurs exemples aussi à Pôle emploi, qui a été la première administration à vraiment, du coup, s'emparer de la méthode, a fait que ça a bien fonctionné. Et maintenant, Betagouv, en fait, c'est différents incubateurs. En gros, c'est un réseau de, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais peut-être une dizaine d'incubateurs qui sont dans différents ministères, dans des régions, dans des départements, dans des villes, dans différentes administrations, chez Pôle emploi aussi par exemple. Et chacun de ces incubateurs, en fait, a ces différentes startups d'État qui sont des projets généralement assez petits. Et l'idée, c'est de résoudre, souvent par le numérique, presque à chaque fois souvent par le numérique, du coup, un problème de politique publique en partant vraiment d'un irritant, donc d'un problème rencontré par les utilisateurs.
Et ce qui est assez innovant dans la méthode de BetaGouv, et dans la méthode des startups d'État, c'est d'associer des gens, en fait, je pense que là, on est dans la représentation de ça, en fait, Florent et moi, d'associer des gens comme Florent qui viennent de l'administration, donc qui connaissent bien le terrain, l'administration, la problématique qu'on va essayer de résoudre, et des gens qui viennent du numérique, des designers, des développeurs, des product managers, qui, eux, vont plutôt apporter l'expertise tech, numérique, construction d'un produit, recherche utilisateur, déploiement, voilà, tout ce genre de choses. Et donc, du coup, l'idée, c'est de créer des petites équipes au début avec généralement, forcément un intrapreneur, donc quelqu'un qui vient du public, qui connaît le problème et qui est responsable du projet, et un ou deux développeurs, peut-être un designer au début. Voilà, essayer pendant 6 mois de créer quelque chose et de résoudre le problème pour un premier utilisateur. Et ensuite, si ça fonctionne, on va aller redemander des fonds. Et on va dire, OK, vous avez vu, on a fait un truc qui fonctionne pour quelques utilisateurs. Est-ce que vous nous donnez un peu plus d'argent pour qu'on essaie de le déployer plus largement? Voilà, j'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises, mais globalement, la méthode startup d'État, c'est ça. Et les startups d'État, c'est quand même une grosse réussite parce que maintenant, alors, vous pourrez aller voir sur le site, mais c'est des dizaines et des dizaines de startups d'État dans à peu près toutes les administrations. Alors, elles réussissent pas toutes, mais en même temps, c'est le lot des startups. Et il y a quelques très belles réussites, comme le Pass Culture notamment, qui arrive à du coup s'émanciper et devenir des grosses équipes, quoi. Tu veux peut-être rebondir, Florent, là-dessus ou Non, oui, donc je peux qu'approuver la définition de Clément. Le Pass Culture a été un peu particulier puisque c'est certainement la seule startup d'État qui émane pas justement d'un besoin dans l'administration ou des administrations, parce que c'était plutôt de l'engagement de campagne. Enfin, finalement, comme le code du travail. C'était le deuxième, c'était les deux contre-exemples, je crois. On est les mauvais élèves. On est un peu particulier. Non, effectivement, c'est très intéressant. Je pense qu'il faut bien avoir conscience que dans le cas d'une startup d'État, le projet, souvent est génial. Les gens qui y bossent sont assez motivés, motivants, voire inspirés par leur mission en tout cas. L'une des grosses difficultés, à mon sens, mais qui fait partie un peu de l'évangélisation et de la transformation de la sphère publique, c'est la récupération, c'est le travail avec l'administration. La récupération in fine par l'administration ou par une autre structure, c'est un peu le scale-up, c'est-à-dire que l'administration va financer, va aider, mais jusqu'à un moment où il va falloir qu'elle réintègre le sujet. Et c'est toujours là où c'est un peu difficile, mais c'est ça qui est aussi super intéressant, parce que c'est là qu'il y a des impacts à long terme. Et c'est tout l'enjeu, je pense, d'y travailler. Et j'avais une autre remarque sur les startups d'État que je viens d'oublier, mais qui reviendra peut-être tout à l'heure. En attendant que ça te revienne, on peut poser la question de Madeleine. Quels sont les statuts au sein de la fonction publique? Est-ce que c'est CDD, fonctionnaire? Est-ce que, par exemple, il y a des freelances? Comment ça, en termes de statut, de contrat, comment ça se passe de ce côté-là? Alors ça, je peux répondre un petit peu avec ma casquette, sachant que ça change pas mal. Donc, initialement, quand tu veux bosser dans l'État, alors il faut savoir déjà que le Code du travail ne s'applique pas à l'État. Ça fait partie de ces choses un peu magiques. Donc globalement, il faut effectivement être fonctionnaire. On devient fonctionnaire en passant un concours. Donc, que ce soit un parcours, tous les types de concours, mais il faut passer un concours pour devenir fonctionnaire. Que ce soit il faut dire peut-être aussi qu'il y a 3 fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, il y a la fonction publique hospitalière et il y a la fonction publique territoriale. Donc la fonction publique d'État, ce sont toutes les administrations hospitalières, les services de santé, et territoriales, ce sont toutes les villes et les collectivités. Et donc, dans tous ces 3 types de fonctions publiques, vous devez passer un concours donc, qui vous donne le statut de fonctionnaire et donc, jusqu'à aujourd'hui encore, l'emploi à vie. Mais cependant, l'État a aussi recours à des formes de CDD qu'on appelle des contrats, donc contractuels au sein de l'État. Donc, c'est souvent 2 ans renouvelables 3 fois, qui vous permet d'intégrer l'administration potentiellement au bout des 6 ans, de passer un concours aménagé pour intégrer la fonction publique. Et de plus en plus, la fonction publique, mais surtout ses opérateurs, ont recours à travers des marchés publics ou d'autres formes juridiques à du freelance ou à des prestataires. Il y a quand même, il faut savoir que, et c'est quelque chose qui est beaucoup dénoncé en ce moment, vous pouvez trouver dans beaucoup d'articles, qui a fait un peu scandale avec le sujet de la gestion des vaccins et des masques récemment, c'est qu'il y a quand même beaucoup de prestatarisation au sein de l'État. Et c'est d'ailleurs un vrai enjeu, je pense, auquel contribue beaucoup BetaGouv, c'est à faire en sorte qu'il y ait au sein de la fonction publique et au sein de l'État des métiers tout aussi différents et qui sont nécessaires à la construction des politiques publiques.
Je ne sais pas si Clément, tu veux compléter sur la partie Non, bêta non, qui est quand même non. particulière. Ouais, bêta, c'est un peu particulier, effectivement. Donc, du coup, il y a pas mal de. Enfin, c'est vraiment. Il y a un peu tous les types de profils, hein. Il y a des freelances. Moi, j'étais freelance, par exemple, quand je bossais pour Betagouv. Il y a des fonctionnaires, il y a des contractuels. Du coup, il y a pas mal de formats différents, quoi, d'engagement. L'idée, c'est aussi d'essayer de lancer des projets assez rapidement. Et donc, du coup, en fait, si on souhaite passer par une contractualisation ou un poste de fonctionnaire, en fait, c'est quand même assez lourd comme engagement. Et pour travailler pour l'État en tant que fonctionnaire contractuel, c'est assez lourd. Donc, c'est pour ça que Beta, c'est à la base plutôt orienté vers des profils freelance, mais il y en a de plus en plus, en tout cas moi quand j'y étais, il y avait de plus en plus de personnes qui étaient internalisées, soit souvent via des postes contractuels et même parfois en tant que fonctionnaire, du coup parce que leur expérience chez Beta se passait bien, et donc du coup ils avaient envie de continuer et de rester un peu plus sur le long terme dans l'État. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions. Vous êtes en relation avec le programme designer d'intérêt général. Le programme designer d'intérêt général, je crois que c'est géré par la DINUM, donc la direction du numérique, qui est un service qui dépend des services du Premier ministre, une direction qui dépend des services du Premier ministre. Et Betagouv, en fait, c'est, on va dire, c'est une autre organisation qui est gérée aussi par la DINUM. Donc il y a un lien, oui. Et souvent, les designers d'intérêt général peuvent bosser sur des startups d'État, mais ils peuvent aussi bosser sur d'autres projets. Donc, il y a un lien, mais ce n'est pas exactement la même chose. Designer et entrepreneur, d'ailleurs. Oui, il y a aussi le programme entrepreneur d'intérêt général. Ouais. D'accord. En termes de composition des équipes, grosso modo, vous croisez, est-ce qu'il y a un effort pour des questions d'inclusivité que vous voyez qui fait peut-être différent que dans d'autres, que dans le privé? Est-ce que vous sentez que la notion d'impact et de vocation un peu propre au public impacte aussi la structure des équipes? Oui, je réfléchis aux différents impacts. Oui, c'est un sujet, évidemment, puisque l'État, et on a notamment je parle pour la culture, mais il y a des hauts fonctionnaires qui sont détachés rien qu'au sujet et qui vérifient que l'État est exemplaire en la matière, dans les recrutements, dans les pratiques. Également, nous, en termes de RGPD, en termes de critères d'accessibilité de nos applications, il faut vraiment qu'on soit au top du top et qu'on puisse vraiment être exemplaire en la matière. Et en termes de recrutement, j'avoue qu'on ne s'est pas trop posé la question, mais que quand on fait l'équilibre homme-femme et provenance sociale, je pense qu'on est globalement assez représentatif. Et je pense aussi lié au fait de travailler dans le public et d'avoir des logiques de recrutement, de staffing, de critères de recrutement qui sont un peu différents de celles qu'on aurait dans le public, dans le privé. Ouais, moi je confirme chez Radio France, qui est une plus grosse organisation où évidemment il y a des gens qui s'occupent de ça aussi à plein temps. On fait hyper attention, enfin en tout cas plus que dans les organisations privées que j'ai pu voir avant. Du coup, à la représentativité, du coup là par exemple je suis en train de recruter quelqu'un. Du coup il y a un cabinet de conseil spécialisé dans justement le fait de trouver des personnes qui viennent de profils sous-représentés dans la tech et dans le numérique pour nous aider aussi en fait à avoir des profils différents en entretien et à pouvoir recruter des profils plus divers. Et là-dessus, ça me fait penser du coup par rapport au processus à la discovery quand vous faites un produit ou quand vous faites une nouvelle feature. Est-ce que du coup la problématique de créer des features encore plus inclusives, c'est d'autant plus fort du coup. Complètement. Moi, je parlais typiquement des critères d'accessibilité. Alors, parce que c'est aussi réglementé désormais, mais le sujet d'accessibilité de nos applications est extrêmement importante. Et on s'assure, lorsqu'on fait des entretiens utilisateurs, à ce qu'on ait vraiment des jeunes représentatifs de la population française et pas représentatifs de nos utilisateurs. Et on regarde parmi nos KPI, par exemple, on a le nombre de jeunes résidents en quartier prioritaire de la ville, qui est l'une des politiques aussi d'aménagement du territoire et de politique de la ville.
Donc, on sait qu'on met un focus, on met plus d'efforts justement sur ceux qui ne sont pas nos utilisateurs et qu'on a plus de mal à les chercher plutôt que sur les utilisateurs qu'on aurait plus facilement. Ouais, bah écoute, moi j'ai une expérience un peu similaire, effectivement. Enfin, en gros, quand on bosse ça fait partie aussi un peu du truc du package, quoi. En gros, quand on bosse dans le public, l'idée, quand tu fais un service public, normalement, l'idée, c'est que ça puisse s'appliquer à tous, sans aucune distinction. Quand tu bosses pour Uber, c'est OK de te dire, en fait, on va commencer les premières années qu'à Paris, parce que en fait, à Paris, c'est là où les gens ont le plus gros pouvoir d'achat et c'est là où, globalement, on va trouver le plus d'usage. Donc, on va faire un service qu'à Paris et c'est très bien et ça va nous permettre de tester le service, de commencer à trouver un modèle et ensuite, une fois qu'on sait que ça fonctionne, on va le déployer partout. C'est quand même pas du tout la vision qu'on a quand on construit un service public. Donc, maintenant, du coup, il y a aussi une évolution de mentalité qui permet de faire des tests dans des petites régions, des petits départements, du coup, dans des régions, dans des départements, pour pouvoir déployer progressivement le service. Mais ce qu'on essaie de faire, c'est toujours quand même d'avoir des territoires qui sont représentatifs un petit peu de la diversité. Nous, par exemple, là, on teste chez France Bleu, on teste des nouvelles fonctionnalités et du coup, on essaie de prendre différentes stations qui sont un peu représentatives du territoire. On prend des stations à la fois très urbaines, donc France Bleu Paris, et aussi des stations qui sont beaucoup plus rurales, dans lesquelles en fait les auditeurs ont un profil assez différent. Par exemple, comme France Bleu Drôme-Ardèche, France Bleu Creuse. Donc du coup, on essaie de toujours garder cette diversité. Et dans la discovery, c'est quelque chose d'assez important. Après, c'est aussi en même temps, si vous avez un produit qui est disponible pour l'ensemble des Français, c'est aussi quelque chose que vous allez faire dans le privé. Voilà, c'est juste que du coup, dans le privé, c'est quand même plus simple de se dire, en fait, on va se restreindre à cette cible-là, alors que c'est pas un truc qu'on fait vraiment dans le public, parce que du coup, c'est pas dans la vision du service, et c'est très logique. Et c'est pas nécessairement une contrainte d'ailleurs. C'est pas comme si lorsqu'on devait faire, en tout cas dans mon expérience, c'est pas quand on fait de la user research, ok, il faut être sûr d'avoir eu un garçon, une fille, un rural, un truc. C'est constitutif un peu de l'identité. Et moi, j'ai pas besoin de dire à mes équipes, par exemple, ah là, attention, ton panel n'est pas représentatif. Ça fait vraiment partie de l'identité de la mise en place d'une politique publique que d'être représentatif de tout le territoire. Donc ça nous paraît complètement normal et naturel. Ouais, c'est plutôt une force en fait, parce que je pense que tous les startups du privé devraient pour le coup s'inspirer de ça et d'essayer d'être un peu plus diversifiés dans les entretiens utilisateurs, par exemple, qu'ils peuvent faire du coup sur tel ou tel sujet. Clément, tout à l'heure, tu as cité que vous faisiez appel à des partenaires pour repérer des profils particuliers à recruter. On va passer un petit peu à la quatrième partie sur les carrières. Est-ce que tu peux nous citer un peu ces acteurs, comment ils fonctionnent et comment finalement on peut peut-être les approcher? Comment être dans leur top list? Alors du coup, là-dessus, sur ce sujet, donc, je suis pas du tout un expert. Donc, nous, c'est juste là, en ce moment, je travaille avec un cabinet de recrutement qui s'appelle Mosaïque RH pour recruter justement quelqu'un dans mon équipe et qui permet de... Ça l'utilise aussi. Ah, super. Et qui sont super d'ailleurs. Et du coup, qui en fait nous aide à justement nous envoyer des CV, nous trouver des très bons profils de personnes qu'on n'aurait peut-être pas vues autrement, parce qu'en fait, c'est pas des personnes qui auraient forcément... En fait, c'est dans les deux sens. C'est pas forcément des personnes qui auraient vu notre offre, parce qu'on va pas forcément les poster sur les réseaux sur lesquels eux ils sont. Et du coup, en fait, ils ont peut-être des CV ou des expériences qui sont un petit peu différentes et qui sont pas exactement alignées de ce qu'on pourrait attendre. Mais en fait, une fois qu'on essaie de comprendre, une fois qu'on les voit en entretien, en fait, on se rend compte que c'est pas forcément mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et du coup, il faut essayer de comprendre, essayer de creuser un petit peu plus. Donc ça, c'est l'exemple que j'ai en ce moment sur la partie recrutement. Après, sur la partie carrière, donc service public, plus généralement, on pourra en parler aussi, différentes opportunités. Dans le process de recrutement, comment tu fais pour justement ne pas mettre de côté les profils atypiques? Est-ce qu'il y a des entre guillemets? Je pense que rapidement, moi je pense que ça vient de l'expérience. Au fur et à mesure, en fait, j'ai pas non plus une expérience énorme, mais je commence à avoir bossé avec pas mal de personnes différentes. Et donc du coup, en fait, je pense que je me rends vraiment compte que il y a pas vraiment de profil type
pour une bonne product manager, un bon designer ou un bon développeur. Et puis en fait, ça peut vraiment venir de n'importe quel milieu, à n'importe quel âge. Et donc du coup, en gros, je pense que je connais un peu mieux aussi maintenant les qualités que je recherche quand je cherche à recruter quelqu'un. Mais ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a au début. Forcément, les premiers recrutements qu'on fait, on va forcément beaucoup se concentrer sur le CV, sur les expériences. On va faire des ref calls, ce genre de choses. Maintenant, je pense que du coup, aussi en entretien, j'arrive à être un petit peu plus clair sur les personnes avec qui je pense que j'arriverai bien à travailler, avec qui je m'entendrai bien. Et donc, du coup, j'essaie d'aller un petit peu au-delà de ce qu'on peut voir sur le CV ou des précédentes expériences, quoi. Ouais, peut-être nous, on fait un filtre. C'est un type, si vous voulez continuer au Pest Culture. Mais sur Welcome to the Jungle, on ne rend pas obligatoire la cover letter, enfin la lettre de motive. Mais on ne répond pas aux gens qui ne font pas de lettre de motive, puisqu'on estime que c'est du coup pas faire témoignage de motivation, quand bien même la lettre de motivation n'est pas folle. En tout cas, on ne répond pas d'ailleurs aux lettres de motivation automatiques non plus. Donc c'est comme ça qu'on regarde la motivation et on essaie de systématiser à partir de ça des screen calls qui durent 10-15 minutes et qui du coup essaient d'aller au-delà du CV, de ce que ça peut en dire, pour voir un peu rapidement le fit, la motivation et la niaque un peu qu'ont les gens. En termes de conditions de travail, ça permettra de rebondir sur la question de Madeleine. Est-ce que les conditions de travail sont différentes dans le privé et dans le public? Est-ce que, par exemple, il y a le télétravail? Est-ce qu'il y a des différences en termes de salaire? Est-ce que, en termes de conditions de travail pures, est-ce que c'est différent? Est-ce que vous percevez une différence? Alors, ça dépend beaucoup des administrations, j'ai envie de te dire. Ça dépend. Le chemin est encore un peu long, mais ça commence à venir. En tout cas, il est déjà plus avancé dans les autres, les opérateurs d'État. Typiquement, là, je suis au Sénégal depuis 6 semaines et tout se passe très bien. Donc, on n'a pas de sujet de télétravail. C'est quelque chose qui est complètement accepté. Et on a des gens, même d'ailleurs dans l'équipe Pest Culture, qui ne sont pas à Paris, enfin qui n'ont pas un contrat à Paris, qui n'ont pas des contrats dans nos bureaux, et qui du coup sont en full télétravail et viennent de temps en temps au bureau. Donc aujourd'hui, c'est assez ouvert. Pour Pest Culture. Moi, je travaille dans une plus grosse organisation du coup chez Radio France, donc c'est des sujets qui sont un peu plus longs à mettre en place. Alors pour le coup, les différents confinements ont un peu accéléré tous ces sujets-là parce qu'il n'y avait pas de télétravail. Enfin, en gros, j'étais pas encore là, mais avant le premier confinement, on m'a dit qu'il n'y avait pas de télétravail. Et du coup, du jour au lendemain, toute l'organisation et toute l'entreprise est passée de 0 télétravail à full télétravail pour tout le monde. Donc ça a un peu du coup mis la pression à tout le monde pour trouver les bons outils, ce genre de choses. Et du coup, depuis, les règles se sont assouplies. On a des conditions de travail qui sont similaires à ce qu'on pourrait avoir à peu près dans une startup privée. Après, on est quand même dans une grosse organisation, donc il y a certaines contraintes au niveau des logiciels qu'on utilise, des outils qu'on utilise, ce genre de choses. On ne peut pas avoir la main sur tout parce que forcément, on est dans une organisation de plusieurs milliers de personnes. Mais les conditions de travail, ouais, ça se rapproche. Il y a encore du chemin à faire, pour être honnête, mais ça se rapproche d'une organisation moderne. Et en termes d'outils, est-ce qu'il y a des outils que vous n'avez pas le droit d'utiliser pour des questions de sécurité? Est-ce qu'il y a des différences dans les outils que vous utilisez par rapport au privé? Nous, la seule limite qu'on a, c'est la limite RGPD. Donc on ne travaille pas avec des gens qui stockent des données. Pareil, du coup, on fait très attention à l'hébergement, où sont hébergées les données de nos services. Surtout évidemment depuis la RGPD, parce que ça a mis un peu un cadre réglementaire autour de ça. Et sinon, non, pas particulièrement. Pas plus que dans une organisation normale. Enfin, dans toute organisation. Ça, c'est pareil, c'est un peu c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur la diversité dans les entretiens utilisateurs, ce genre de choses. C'est un peu un effet positif du public que, en gros, tout le monde devrait adopter. Faire attention à ces questions de où sont stockés les données des utilisateurs, la sécurité des outils qu'ils utilisent. C'est des choses sur lesquelles on va mettre vachement la pression dans le public parce que, pas forcément pour les bonnes raisons d'ailleurs, parfois, parce que des gens ont peur, ils ont peur de prendre des risques, ils ont envie que tout soit hyper carré, voilà. Les gens qui sont au-dessus de toi, généralement. Mais en fait, généralement, du coup, ça fait qu'on est hyper rigoureux, on utilise des services qui hébergent vos données en France, ce genre de choses. Donc, c'est plutôt un effet positif à la fin pour les utilisateurs. Rapidement, il y a la question de Karine qui rebondit sur la question des profils. Et est-ce que vous embauchez parfois des seniors, plus de 50 ans ou Ça fait partie de la diversité.
ambitions des seniors. Chez Radio France, pardon, vas-y. Pardon, vas-y. Non, oui, ça nous est arrivé. On a une équipe plutôt jeune, mais on a quelques seniors. Moi, je pense que ça dépend pas mal des organisations, effectivement. Radio Défense, c'est une grosse organisation. La direction du numérique, on a vraiment tous les types de profils. On est plusieurs centaines à la direction du numérique, avant tous les types de profils. En termes d'âge, alors évidemment, la direction du numérique est plus jeune que les autres directions, parce qu'on est sur des métiers qui sont quand même plus récents. Mais globalement, non, il y a quand même pas mal de diversité, en tout cas beaucoup plus que ce que j'ai pu voir dans le privé, à ce niveau-là. Est-ce que vous aurez un conseil à donner pour quelqu'un qui, imaginons, une carrière plutôt dans le privé et qui voudrait rejoindre le public? Comment il doit se positionner? Quel conseil vous donnez? Je dirais de ne pas confondre la mission d'intérêt général et le public, puisque tout dans le public ne sert pas directement l'intérêt général. Et si l'enjeu, c'est d'avoir de la mission et de servir l'intérêt général, il y a aussi d'autres boîtes que le public qui peuvent le permettre de le faire. Donc, c'est parce qu'on coche la case public qu'on sert nécessairement l'intérêt général, et c'est plutôt ça habituellement qui motive. Et que une fois que ça c'est bien compris et bien intégré, en vrai dans la partie un peu recrutement et process, qui compte vraiment à mon sens, c'est la motivation pour le fond de ce que vous allez avoir à réaliser, dans la mesure où il y a quand même beaucoup il y a des difficultés comme ailleurs, qu'elles soient dans le politique, dans le structurel, mais que c'est toujours plus simple de se battre quand on croit un peu en ce qu'on fait. Et ça, vous l'avez plutôt dans le service public. Et moi, je dirais un truc, je pense que j'ai eu aussi, moi, quand j'ai commencé à bosser dans le public, on a tendance à se concentrer beaucoup sur les administrations centrales et du coup nationales, parce qu'on se dit, en fait, j'ai envie d'avoir un impact. Donc, du coup, moi, par exemple, j'ai envie de travailler au ministère de l'Éducation nationale, parce que l'éducation, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. En fait, si je compte donner un conseil pour connaître un tout petit peu le ministère de l'Éducation nationale, je veux dire, n'allez pas bosser dans le ministère de l'Éducation nationale, allez bosser plutôt dans des académies. Parce qu'il y a énormément de choses à faire, vous aurez plus d'autonomie, vous allez être beaucoup plus proche du terrain, vous allez avoir beaucoup plus d'impact. Même si vous êtes que sur une seule académie, vous allez potentiellement avoir beaucoup plus d'impact et ça va être beaucoup plus intéressant que de travailler au ministère de l'Éducation nationale, en administration centrale. Donc du coup, faites attention un peu à ce truc-là, parce qu'il y a côté un peu prestige et un peu impact national de bosser dans une administration centrale, et ça peut être parfois, c'est hyper intéressant. Mais ne pas oublier toutes les administrations locales, que ce soit les administrations décentralisées, ou aussi en fait toutes les administrations vraiment locales, comme les départements, les villes, les régions, qui font énormément de choses et qui ont besoin de profils numériques et qui en manquent vraiment beaucoup. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités dans ces administrations-là, il ne faut pas les oublier, ça peut être hyper intéressant, parce que généralement on a un peu plus d'autonomie et un peu plus d'impact direct, quoi. Et en complément, les opérateurs aussi, qui soient d'État ou qui soient de collectivités territoriales. C'est tout à l'heure la RATP. Où est-ce qu'on trouve les annonces pour ce type d'emploi? Alors, il y a une plateforme qui s'appelle Profil Public. Il y a la BIEP, qui est la bourse interministérielle à l'emploi public, où toutes les administrations, beaucoup d'administrations postent directement les fiches de poste, qui est d'ailleurs théoriquement, même si ce n'est pas toujours appliqué, une obligation en fait, dans le public. Normalement, il y a obligation de publier pendant un certain nombre de semaines toutes les fiches de poste. Et les fiches de poste, l'intitulé, c'est Product Manager, ou des fois, il peut y avoir un wording, un jargon un peu différent? Il peut y avoir des jargons un peu différents. Il ne faut pas s'arrêter au titre de l'offre. Si je veux être Product Manager, je mets quand même... En général, j'ai pas entendu, Florent, t'as dit quoi? Je pense même qu'en général, c'est plutôt des noms français. On demande au poste dans l'administration, donc ce ne sera pas Product Manager. Chef de projet technique. Après, chaque administration va avoir son propre wording. D'accord. Et si vous avez un peu d'expérience, regardez aussi des programmes qu'on a évoqués tout à l'heure, designer d'intérêt général, entrepreneur d'intérêt général. Si vous avez déjà un peu d'expérience, ça peut être des bonnes premières expériences, parce que je crois que c'est sous forme de CDD de 6 mois, ou enfin en gros 6 mois ou plus. 6 mois c'est pour les designers, je crois, et entrepreneur c'est plus long. Du coup, vous allez vous intéresser à un sujet en particulier. Du coup, ça peut être des bonnes manières de tester
le service public. Est-ce qu'il y a des startups d'État ou des services particulièrement que vous trouvez particulièrement dynamiques en ce moment et que vous conseillerez les yeux fermés d'y aller Vous pouvez citer vos boîtes, évidemment. Non, bah écoutez, ouais, moi je m'amuse beaucoup chez Radio France, donc effectivement c'est hyper intéressant dans des boîtes qui sont, parce que Radio France c'est pas vraiment une administration, du coup c'est un peu comme ce que disait Florent, c'est une entreprise qui est à capitaux publics et on dépend du ministère de la Culture, donc d'une manière ou d'une autre on est un peu lié effectivement au service public, et le côté service public est très ancré dans l'entreprise et dans les gens qui y travaillent, mais en même temps on a quand même une vraie liberté aussi pour l'organisation, pour le recrutement. Il y a un peu moins de complexité que par exemple travailler dans un ministère, quoi. Donc essayez d'élargir un peu votre spectre si vous voulez bosser dans le public. Par exemple, travailler effectivement chez Radio France, chez France TV, à la SNCF, à la RATP, ce genre d'entreprise, ça peut être vraiment intéressant et une expérience semi-publique privée, on va dire. Ouais, et en termes d'expérience pure utilisateur, moi je trouve que les apps de Radio France et ce que tu citais sur France TV sont quand même de super produits où je pense qu'on applique les meilleures méthodes. Donc, et pareil, moi je trouve que l'appli Oui SNCF finalement est bien foutue. Donc, il y a quand même des très beaux produits dans le public. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas si tu as des questions, Flavie, peut-être de ton côté également. Non, pas que j'y pense. Et en plus, j'ai trouvé que c'était vraiment une conclusion parfaite, qu'il y a des très beaux produits dans le public et n'hésitez pas à y aller. Et puis, on va clôturer la discussion parce qu'on a un tout petit peu débordé, mais on a été plutôt raisonnable. Un grand merci à Florent et Clément pour votre partage d'expérience, pour tous les conseils que vous avez donnés. Je pense qu'on pourrait en parler des heures, donc il va falloir refaire plein de webinaires. Et merci beaucoup, Maxime, pour l'animation. Je vous mets quelques liens dans le chat. Le lien vers l'événement de mardi prochain et je me suis permise de mettre les liens vers nos LinkedIn respectifs si des participants veulent nous contacter. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi cette session et puis très bonne soirée à tout le monde. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.